Comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo, le besoin de créer un avion furtif est né de la nécessité d'aller voir chez les Russes ce qu'ils pouvaient bien mijoter dans un contexte de guerre froide extrêmement tendu. Le U-2 fut le premier appareil à intégrer des éléments visant à réduire sa surface équivalente radar, avec un succès très mitigé. C'est le A-12 Oscart, puis plus tard le SR-71 Blackbird, qui ont eu, dès la conception, des objectifs élevés de réduction de la SER. Fruit d'une recherche sur un modèle empirique, les résultats furent bons, mais loin d'empêcher la détection ou l'acquisition de l'avion par les moyens de défense antiaérien. L'US Air Force ne croyait d'ailleurs pas vraiment, dans les années 70, qu'il fut possible de créer un avion furtif. Pourtant, Ben Ehrlich y croyait. Il faisait ses premiers pas en tant que patron des Skunk Works, et il voulait son avion, celui qui allait le faire connaître. Et rien ne va se passer comme prévu. 1000 fois son projet aurait pu être annulé, mais cette histoire est pleine de rebondissements. Benjamin Robert Rich vient de prendre la tête des Skunk Works juste après Clarence, dit Johnson, aussi appelé Kelly Johnson. Entré en tant qu'ingénieur dans la célèbre division des projets de développement avancés, les Skunk Works, Ben Rich, avec ses talents d'ingénieur, est rapidement devenu le bras droit de Kelly Johnson, jusqu'à ce que dernier lui cède sa place. Il restera néanmoins présent comme une ombre pour l'assister dans ses premiers projets à un moment compliqué. Cette période est en effet marquée par la fin de la guerre au Vietnam, 20 ans de conflits qui ont usé à la fois l'opinion publique mais aussi asséché les finances du gouvernement fédéral. Et les grands projets qui pourraient asseoir la légitimité de Ben Rich ne sont pas au rendez-vous. Au Pentagone, plus grand monde est enthousiaste. Ben, arrivé derrière Kelly, dieu vivant de la conception aéronautique, comme on l'a vu précédemment. Comment ça, vous n'arrivez pas à suivre? Vous n'avez pas vu la précédente vidéo? Ah oui, YouTube quoi, hein. Ma vidéo parodique d'introduction et la musique sans droit m'ont valu une démonétisation. Bon, ça je m'en fiche parce que je ne mets plus de publicité dans mes vidéos. Mais je vais devoir peut-être en remettre un tout petit peu. Allez, on en parle à la fin de la vidéo. J'aimerais bien avoir votre opinion sur le sujet. Après tout, c'est vous qui voulez goltiner. Bref, donc malgré une super vignette et une vidéo qui a eu de superbes retours, j'ai eu un score tout pourri. J'atteins péniblement les 4500 vues en 24 heures, là où normalement j'aurais dû en faire au moins 4 ou 5 fois plus. Au passage, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo et que vous êtes tombé sur celle-ci directement, est-ce que vous pouvez m'indiquer si au moins YouTube vous l'a proposé? Si peut-être vous n'avez pas cliqué sur la vignette ou qu'elle ne vous intéressait pas, enfin, votre avis, il est vraiment important pour le développement de ma chaîne. Et puis pour être sûr de ne rien louper, n'oubliez pas l'abonnement et la cloche. Donc, comme la précédente vidéo, beaucoup de passages seront extraits de ce livre, qui est exceptionnellement bon. Je ne vais pas réinventer l'eau chaude, donc j'ai sélectionné quelques extraits que je vais vous lire maintenant. Je cite donc Ben Rich. Je devais trouver rapidement de nouvelles affaires, sinon j'allais subir une pression croissante des comptables de la maison pour me débarrasser de mes cadres mieux payés. Kelly était connu sous le surnom de Monsieur Lockheed. Personne à l'étage ne l'avait jamais contraint. Moi, j'étais juste Ben Rich. J'étais respecté par les gens du siège, mais je n'avais absolument aucune influence politique. On exigeait de moi que je sois beaucoup plus conciliant vis-à-vis des clients que Kelly ne l'avait été. J'avais une longue marche difficile à accomplir pour atteindre la terre promise. Si le Skunk Works espérait survivre comme entité viable, il nous faudrait, d'une façon ou d'une autre, refaçonner les années de gloire des années 60, quand nous avions 42 projets distincts en cours et avions aidé Lockheed à devenir le leader de l'industrie aérospatiale pour les contrats de défense. Ben va donc aller faire du lobbying intensif auprès de généraux de l'US Air Force pour tenter de leur vendre des projets, dont une reprise de la production du U-2 avec une version modernisée et renommée TR-1. Ça va permettre aux Skunk Works de travailler un peu, mais on est encore loin de l'objectif personnel de Ben. « Ne cherche pas à m'imiter », m'avait conseillé Kelly. « Ne prends pas le crédit des avions que j'ai construits, construis les tiens, et ne bâtis pas un avion auquel tu ne crois pas vraiment. Ne te prostitue pas ni n'entache la réputation des Skunk Works. Fais ce qui est juste en restant fidèle à tes convictions et tu t'en sortiras. » L'illumination arriva sur Ben comme une pomme sur Newton. En effet, l'URSS avait développé un impressionnant système de défense antiaérien. Ils avaient plus d'une quinzaine de systèmes différents et tous les points stratégiques de leur territoire étaient protégés par un système dense de radars et de missiles de différents types. Mais au Skunk Works, les ingénieurs ont une très bonne connaissance de ces systèmes, car ils étudient et maintiennent en service les systèmes que la CIA a réussi à se procurer. Or, au Pentagone, personne ne pensait à l'époque qu'il serait possible d'éviter la détection par les moyens techniques. Soit aller très vite, à plus de 5 fois la vitesse du son, ce qui était trop complexe à atteindre, ou alors voler près du sol, comme ce fut le cas avec le B-1 Lancer. En se rapprochant du sol, la rotondité de la Terre limite la portée de détection des radars. Ce qui limite aussi la portée des radars, ce sont les reliefs naturels. Alors là, une petite pause s'impose. Dans la dernière vidéo, j'ai fait une petite blague trollesque sur les chemtrails, et je m'y attendais pas du tout, mais quelqu'un a répondu et a essayé de me convaincre de l'existence des chemtrails. Donc ici, je ne ferai pas de blague sur la Terre plate.
Le Pentagone serrait vraiment les dents. Au milieu des années 70, le niveau de défense antiaérienne de l'URSS était devenu si dense et complexe que l'armée américaine avouait être dépassée et de ne plus pouvoir disposer d'une supériorité aérienne manifeste en cas de conflit avec l'URSS, ou d'un des pays équipés par elle. J'aimerais pouvoir dire que j'ai eu une révélation soudaine à 2 h du matin qui m'a fait bondir du lit en criant « Eureka !» Mais la plupart de mes rêves impliquaient plutôt d'être poursuivi dans un labyrinthe sans issue par une horde de comptables hostiles armés de haches et de fourches. Et toute la suite de l'histoire tient à un petit miracle pour Ben. La vérité, c'est qu'un mathématicien et spécialiste du radar des Skunk Works, âgé de 36 ans, nommé Donis Overholster, est passé à mon bureau un après-midi d'avril et m'a présenté ce qui allait devenir la pierre de Rosette de la technologie furtive. Le cadeau qu'il m'a offert autour d'une tasse de café décaféiné instantané allait permettre de concevoir un avion d'attaque si difficile à détecter qu'il deviendrait virtuellement invulnérable aux radars les plus avancés jamais inventés et capable de survivre même face aux cibles les plus lourdement défendues du monde. Denis avait trouvé ce trésor enfoui au fond d'un article technique long et dense publié à Moscou 9 ans plus tôt par l'un des principaux experts russes en radar. L'article, intitulé « Méthode des ondes de Bohr dans la théorie physique de la diffraction », venait tout juste d'être traduit du russe par la Foreign Technology Division de l'US Air Force. Son auteur, Piotr Ufimtsev, était directeur scientifique à l'Institut de radio-ingénierie de Moscou. Comme l'a reconnu Denis, le texte était si obscur et hermétique qu'il fallait être un nerd parmi les nerds pour aller jusqu'au bout, en le surlignant qui plus est. Les pépites découvertes par Denis se trouvaient près de la fin du document, d'une 40aine de pages. Ufimtsev y reprenait un ensemble de formules vieilles d'un siècle dérivées par le physicien écossais James Clerk Maxwell et raffinées plus tard par l'expert allemand en électromagnétisme Arnold Johannes Sommerfeld. Ces calculs prédisaient la manière dont une configuration géométrique donnée réfléchit les ondes électromagnétiques. Ufimtsev avait poussé ses travaux un pas plus loin. Alors là, petit point vulgarisation. En physique, il y a 4 forces élémentaires. Non, c'est pas la terre, l'eau, le feu et l'air, on n'est pas dans Dragon Ball Z ici. Non, mais je peux pas m'arrêter d'y penser. Je suis sûr qu'à ce moment précis, il y a quelqu'un qui est en train de faire chauffer son clavier pour m'écrire un commentaire pour justifier l'existence de la Terre plate. Bon allez, j'y retourne. Parfois, quand je fais mes scripts vidéo, j'oublie complètement que je dois faire une vidéo. Par quoi est-ce que je vais illustrer ce que je suis en train de dire là? Je me donne du boulot des fois, je comprends pas. Alors à défaut de pouvoir faire des super illustrations, je vais mettre des trucs... je sais même pas quoi, mais à mon avis, ça va être un grand moment de n'importe quoi. Donc non. Les 4 sont la force nucléaire faible et forte, la gravité et l'électromagnétisme. L'électromagnétisme est une interaction naturelle élémentaire responsable de la lumière, l'électricité, le magnétisme, influe sur la chimie, etc. Un radar, ça envoie une onde électromagnétique qu'on pourrait vulgariser avec l'image d'une lampe torche. Et on ne serait pas si éloigné que cela de la réalité parce que ce qu'envoie un radar, c'est de la lumière. Comme la radio d'ailleurs, ou l'infrarouge, les ultraviolets, etc. Juste, ce n'est pas dans les fréquences visibles à l'œil humain. Une chose qui change aussi, c'est que la lumière, en fonction de la fréquence, n'interagit pas avec son environnement de la même manière. Un peu comme le son. Vous n'entendez pas votre voisin 2 étages au-dessus qui gueule en regardant un match de TV, mais vous l'entendez taper du poing par terre. Idem, s'il fait la fête. Vous n'entendez pas les paroles de Mylène, mais vous devinerez la chanson au rythme des basses. En fonction de la fréquence du son, basse ou haute, il ne se propage pas de la même manière. Si donc un radar émet de la lumière, imaginez que vous jouiez avec votre enfant à le chercher dans la forêt la nuit. Gamin! Gamin! Allez, viens! C'est pourri, gamin! Vous ne le verrez que si suffisamment de lumière qui est partie de votre lampe torche revient à votre œil. Et pour éviter d'être vu, votre enfant devrait comprendre comment la lumière interagit avec son propre corps, pour montrer son côté le plus sombre. S'il a un manteau noir, ça va. S'il pleut, les reflets de l'eau sur la surface mouillée du manteau font qu'on vous verra de plus ou moins loin. Ou, de façon plus basique, comprendre comment la lumière interagit. Si je plonge une baguette dans un verre d'eau, la diffraction fait que vous la percevez différemment. Et si je tourne le verre, je pourrais trouver un angle où elle disparaît pratiquement complètement. Eh bien, c'est ça qu'on va tenter de calculer. Comment l'onde radar, qui est une lumière, va interagir sur votre avion. Jusqu'à présent, comme on l'a vu précédemment, on tentait d'utiliser une méthode empirique. On modifie la forme de l'avion, on voit comment ça réagit en mesurant la surface équivalente radar. Mais cette méthode a ses limites. Le mieux, ça serait de prévoir comment l'onde va réagir, de le calculer, et de concevoir une forme en fonction de cette réaction. La mesure ne servant au final plus que de confirmation.
Allez, on retourne dans le bureau de Ben, car Denis, il a quand même une super bonne nouvelle. Ben, ce type nous montre comment calculer précisément la surface équivalente radar d'une aile sur sa surface et à son bord, puis combiner les deux pour obtenir une valeur totale exacte, m'expliqua Denis. Je le regardais d'un air vide. Les calculs de section radar étaient une forme d'alchimie médiévale pour les non-initiés. Réduire la visibilité radar d'un grand objet était probablement la partie la plus complexe, frustrante et difficile de la conception aéronautique moderne. Un faisceau radar est un champ électromagnétique, et la quantité d'énergie renvoyée vers l'émetteur détermine la visibilité de la cible sur l'écran. Par exemple, notre B-52, le pilier du bombardement stratégique pendant plus d'une génération, apparaissait sur radar comme une grange volante. Notre F-15, quant à lui, équivalait à une maison de 2 étages avec son garage. On pouvait sérieusement douter que le F-15 ou le nouveau bombardier B-70 puissent survivre au réseau défensif soviétique, toujours plus performant. Même le F-111, qui utilisait un radar de suivi de terrain pour voler au ras du sol et se cacher dans le fouillis du relief, n'aurait pas survécu. Il volait surtout de nuit. Son radar l'empêchait de percuter les montagnes, mais, comme nous l'avions découvert au Vietnam, il agissait aussi comme une sirène d'alarme pour les défenses ennemies, détectable à plus de 300 km. Nous avions désespérément besoin de nouvelles réponses, et Ufimtsev nous avait fourni une théorie industrielle, permettant de calculer avec précision la plus faible section radar possible et d'atteindre les niveaux de furtivité jusque-là inimaginables. Ufimtsev nous montre comment créer un logiciel capable de calculer précisément la signature radar d'une configuration donnée tant qu'elle est en 2 dimensions, me dit Denis. On peut découper un avion en milliers de petits triangles plats, additionner leurs signatures individuelles et obtenir une valeur totale précise. Comme le Titan fourni indirectement par les Russes aux Américains pour venir les espionner, c'est également de la Russie qu'est provenue la solution pour pouvoir faire un avion furtif qui allait potentiellement les cibler. Là encore, c'est cocasse. Bon, alors il faut contextualiser. Si Piotr Ufimtsev avait effectivement travaillé de façon théorique sur ces projets, à l'époque où il l'a fait, plus de 10 ans auparavant, c'était complètement inapplicable. L'informatique n'existait pas encore et ne permettait pas de calculer. Donc, ça a été oublié et remis à jour par un organisme américain travaillant pour la défense à traduire les documents scientifiques provenant de Russie, et c'est l'arrivée des ordinateurs qui a permis de rendre applicable cette théorie. Revenons-en donc au logiciel et au fait qu'il ne soit capable que de seulement appliquer ces calculs sur des surfaces en 2 dimensions. Tout simplement parce qu'en 1975, les ordinateurs n'étaient pas encore assez puissants pour traiter des formes tridimensionnelles ou arrondies qui exigeaient des volumes de calcul gigantesques. C'est l'arrivée d'une nouvelle génération de superordinateurs capables de traiter 1 milliard d'opérations par seconde qui a ensuite permis de concevoir entièrement par calcul le bombardier B-2 avec ses formes arrondies. Tiens, d'ailleurs, je parle de cette anecdote sur l'histoire de l'informatique dans le dossier qui sera apparaître sur le Fanal d'aviation très rapidement, début d'année prochaine. L'idée de Denis était donc de calculer la section radar d'un avion en le découpant en une série de triangles plats. Chaque triangle avait 3 points distincts et nécessitait des calculs individuels à chacun selon les équations d'Ufimtsev. Le résultat, nous l'avons appelé facettage. Créer un design tridimensionnel à partir d'un assemblage de surfaces planes, un peu comme on taille un diamant en tranches nettes. Et normalement, c'est à ce moment précis que vous avez une révélation et que vous comprenez pourquoi le F-117 a cette tronche-là. Le F-117. Oh non, encore un jouet. Ouais, il va falloir que tu te prépares parce qu'on va devoir faire un nouveau partenariat. Quoi, encore avec qui? Avec un magasin de bricolage, parce qu'à mon avis, il va falloir qu'on achète des étagères. Ils ont tellement aimé la publicité, les auditeurs, et Kobe d'ailleurs, enfin Toys & Go, que visiblement, je vais en faire d'autres. C'est donc le moment réclame. Je sais qu'il y en a quelques-uns ici qui ont bavé sur le Blackbird présenté dans la dernière vidéo, puisque quelques-uns d'entre vous ont craqué et l'ont commandé. Mais regardez-moi celui-là, il est sacrément bien fait aussi. Par contre, attention, c'est pas pour les enfants, sauf si c'est un habitué de la brique. Parce que celui-là, je dois vous avouer qu'il est assez hardcore à monter, mais très satisfaisant. Il me rappelle surtout des souvenirs, car je l'avais en 1/48e en maquette quand j'étais gamin, et mon frère, pour voir si ça volait bien, l'avait jeté par la fenêtre. Celui-là, je vais le choyer. Faudrait que je lui trouve un petit nom d'ailleurs. Auriez-vous des petites propositions à me faire? Bon, comme c'est le moment réclame et que j'ai déjà fait une présentation complète de la boutique Toys & Go dans la dernière vidéo, et que je vous ai déjà expliqué que vous avez 5% de réduction avec le code Bruno Aviation, faites-vous plaisir. Allez, pendant que vous passez commande, je vous montre tout ce qui m'a déjà fait craquer et qui n'a pas encore été démoli par mes filles, et que j'avais acheté bien avant d'avoir un partenariat.
Retour au F-117, enfin, à ce qui allait devenir le F-117. Nous sommes toujours en 1975, dans le bureau de Ben Ehrlich. Le Skunk Works allait être le premier à tenter de concevoir un avion composé entièrement de surfaces anguleuses et planes. J'essayais de ne pas imaginer la réaction de nos vieux aérodynamiciens grincheux. Denis pensait avoir besoin de 6 mois pour créer son logiciel basé sur la formule d'Ufimtsev. Je lui en donnais 3. Nous avons baptisé le programme Echo 1. Denis et son ancien mentor, Bill Schroeder, qui était sorti de sa retraite à plus de 80 ans pour l'aider, livrèrent le résultat en seulement 5 semaines. Le plan était simple. Denis concevrait la forme la plus furtive possible sur ordinateur, puis nous construirions le modèle pour tester ses calculs sur une gamme radar. Ce premier projet que Denis va présenter à Ben s'appelle le Hopeless Diamond, ou Diamant sans espoir, provenant du fait que lorsque cet avant-projet a été présenté, ils ne savaient pas du tout comment ils allaient le faire voler. Il serait beaucoup trop instable, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Il n'y a pas que Kelly qui n'était pas chaud. La genèse du F-117, c'est comme dans les films. C'est un héros ignoré de tous et il ne lui arrive que des galères. Personne ne parie un copec sur les Skunk Works. À ce moment-là, le Pentagone a lancé une compétition pour avoir un démonstrateur d'un avion furtif. Et 3 gros constructeurs vont participer. Les Skunk Works ne sont même pas invités, parce que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent était si secret que beaucoup de généraux n'avaient même pas idée de l'avancée des travaux sur la furtivité qu'avait réalisé le bureau d'études sur le SR-71 Blackbird ou le D-21. Ils avaient été tout simplement ignorés, complètement oubliés. Et ce, alors que le Blackbird était le tout premier avion furtif opérationnel au monde. Le problème, c'était d'obtenir l'autorisation de notre client des avions espions. Ce légendaire sphinx qu'était la CIA pour révéler aux responsables du concours les résultats que nous avions obtenus dans les années 1960 avec le Blackbird, qui était en réalité le tout premier avion furtif opérationnel du monde. L'appareil pesait 140 000 livres et mesurait 33 mètres, soit la taille d'un bombardier tactique B-58 Hustler, mais avec une section radar équivalente à celle d'un simple Piper Cub monomoteur. C'est ce qu'un opérateur radar aurait cru suivre. Ouais bon, Piper Cub à Mach 3 quand même. Sa forme de Cobra n'était qu'un des éléments furtifs de cet avion extraordinaire capable de voler à plus de Mach 3 et à plus de 24 000 mètres d'altitude. Personne ne savait que ses ailes, sa queue et son fuselage contenaient des matériaux composites spéciaux, principalement des ferrites de fer absorbant l'énergie radar au lieu de la réfléchir. En gros, 65% de la furtivité provient de sa forme et 35% des revêtements absorbants. Le SR-71 était environ 100 fois plus furtif que les F-14 Tomcat de la Navy, construites 10 ans plus tard. Mais connaissant la CIA, il n'aurait jamais admis que le Blackbird existait. Et oui, parce que le Blackbird, il a été opéré par la CIA, et non par l'US Air Force. Et l'US Air Force n'était pas officiellement au courant de l'existence du Blackbird. C'est ballot. C'est comme si vous travailliez dans un bureau d'espionnage et que vous aviez dans votre service l'espion le plus talentueux au monde. Et vous ne pourriez pas l'envoyer sur une mission hyper dangereuse parce que, même vous, vous n'êtes pas au courant de son existence. Kelly Johnson était considéré presque comme une divinité à la CIA et je l'ai chargé de porter notre demande de divulgation au bureau du directeur. À ma grande surprise, l'agence a coopéré immédiatement en nous fournissant tous nos précédents résultats d'essais hautement classifiés de surface équivalente radar que j'ai transmis au docteur George Ellmeyer, le responsable de la DARPA, accompagné d'une demande formelle d'entrer dans la compétition sur la furtivité. Mais le docteur Ellmeyer m'a appelé, exprimant ses regrets. « Ben, j'aurais seulement voulu que tu m'en aies parlé plus tôt. Tu es bien trop en retard, nous avons déjà distribué tout l'argent aux 5 concurrents. » La guigne jusqu'au bout. Mais comment le héros va s'en sortir? Avouez, il y a un petit peu de suspense là, non? Il fallut beaucoup de discussions de ma part, mais le docteur Ellmeyer accepta finalement de nous laisser entrer dans la compétition de furtivité sans condition, et ce fut la seule fois où je me suis senti bien de ne pas recevoir de contrat gouvernemental. Kelly, en revanche, n'était pas convaincu. « Tu perds ton temps, me dit-il. C'est comme courir après un papillon dans une forêt tropicale parce qu'à la fin, le gouvernement n'investira pas de gros sous dans la furtivité, alors qu'avec le même argent, il peut investir dans de nouveaux missiles. » En partie, je pense que Kelly cherchait à me protéger. Il ne voulait pas que je risque un échec embarrassant lors de ma première tentative en me lançant dans un projet à haut risque qui ne montrait pas un potentiel évident à long terme. J'allais dépenser près d'1 million de dollars de notre propre budget de développement sur ce projet, et si Kelly avait raison, je me retrouverais sans rien à montrer.
Pourtant, je n'ai jamais dévié de ma conviction que la furtivité pourrait créer la plus grosse aubaine jamais connue du Skunk Works. C'était un risque qui valait la peine d'être pris. Prouver une technologie susceptible de dominer l'aviation militaire dans les années 80, bien plus que le U-2 n'avait marqué les années 50. À ce moment-là, les Russes n'avaient ni satellite, ni avion longue portée capable d'égaler nos missions et de nous survoler. La furtivité allait mettre les Russes sur les fesses. Ils n'avaient aucune technologie en développement qui puisse y faire face. J'ai donc décidé d'aller jusqu'au bout de ce projet, même si cela devait signifier une chute rapide de la grâce, après une année et demie dévastatrice de scandales et de quasi-faillite. Larry me mit en garde. Nous avons besoin de projets concrets, pas de chimères, Ben. Si tu dois prendre des risques, fais au moins en sorte que ce soit bon marché pour que je puisse te soutenir sans me faire décapiter. Et si quelque chose tourne mal, je veux être le premier au courant. Si on se remet dans le moment, dans l'époque, vous la sentez la pression là? Ils sont en train de s'engager sur un projet dont ils n'ont aucune idée de savoir si ça va fonctionner ou pas. Dans un moment où les projets se font rares, où chez Lockheed, ils se remettent à peine d'une quasi-faillite, fallait vraiment avoir les guts, quoi. Denis Overholster me fit un rapport le 5 mai 1975 sur ses tentatives de conception de la forme la plus furtive pour la compétition. Il souriait avec assurance en s'installant sur le divan de mon bureau auprès d'un dessinateur préliminaire nommé Dick Scherer, qui l'avait aidé à esquisser la forme furtive ultime qui donnerait la plus faible observabilité radar possible sous tous les angles. Ce qui en ressortit fut un diamant biseauté dans 4 directions, créant en essence 4 triangles. Vu de dessus, le dessin ressemblait fortement à une pointe de flèche indienne. « Patron, me dit-il en tentant le croquis en losange, voici le Hopeless Diamond. » À quel point les chiffres de la SCR sont-ils fiables sur celui-ci, demandai-je. Plutôt bon. Denis hocha la tête avec malice. Mais demande-moi à quel point. Je lui demande, et il me répondit. Cette forme est 1000 fois moins visible que la forme la moins visible jamais produite auparavant au Skunk Works. Waouh, m'exclamai-je. Tu veux dire que cette forme est 1000 fois moins visible que le drone D-21 ? Exactement, s'exclama Denis. Et si l'on transformait cette forme en un chasseur tactique, taille réelle, quelle serait sa signature radar équivalente ? Aussi grande que quoi ? Un Piper Cub ? Un T-38 d'entraînement, quoi ? Denis secoua vigoureusement la tête. Ben, comprends bien, on parle ici d'une révolution majeure, de grande ampleur. On parle d'infinitésimal. Bon, insistai-je, qu'est-ce que ça signifie ? Sur un écran radar, ça apparaît comme quoi ? Aussi gros qu'un condor, qu'un aigle, qu'une chouette ? Qu'un quoi ? Ben, répondit-il d'un éclat de rire, aussi gros que la pupille d'un aigle. Malgré l'immense défi qu'allait être celui de faire voler un avion qui ne ressemble pas vraiment à un avion, il fallait néanmoins passer quelques essais. Finalement, le projet des Skunk Works se passèrent la première phase de la compétition avec Northrop. Ils devaient emmener leur modèle d'avion sur une base ultra secrète à White Sands afin de les mettre à l'épreuve face aux radars les plus sensibles du monde libre connu. Le Hopeless Diamond avait une SER 10 fois plus faible que le projet présenté par Northrop. Le livre nous donne plusieurs anecdotes très yummy. Pendant ce test, il y avait un problème. Le pylône sur lequel la maquette de l'avion à tester était posée avait une SER trop importante. Il ne s'était jamais posé la question jusqu'ici puisqu'il n'avait jamais eu affaire à des avions furtifs. Les deux compétiteurs se sont donc associés pour étudier un nouveau pylône qui a coûté un demi-million de dollars. Et un des responsables de l'US Air Force de s'exclamer « Mon Dieu, s'ils peuvent faire ça avec un foutu pylône, que peuvent-ils faire avec leur modèle ?» Denis témoigne. Ben m'appelait tous les jours pour les derniers résultats. Le modèle mesure approximativement l'équivalent d'une balle de golf. Un matin, nous avons compté 12 oiseaux posés sur le modèle au sommet du pylône. Leur déjection augmentait la surface équivalente radar d'1,5 décibel. 3 décibels correspondaient au doublement de la section. Et au fur et à mesure que la journée avançait dans le désert, les couches d'inversion déviaient parfois le radar de la cible. Un jour, en utilisant un radar ultra sensible, la couche d'inversion a dévié le faisceau de la cible, nous donnant 4 décibels de mieux que prévu. J'ai vu cette erreur, mais le technicien ne l'a pas vue. Tant pis. Ce n'était pas mon travail de lui dire qu'il avait un schéma faux. Je me suis dit que Northrop en bénéficierait probablement aussi, et que tout s'équilibrerait. Mais ensuite, Ben Rich m'a appelé et a dit « Écoute, prends le meilleur schéma que nous avons, calcule le niveau de SER et dis-moi la taille de la bille qui correspond à notre modèle. » C'était typiquement une idée de Ben. Le modèle était maintenant réduit à une taille de balle de golf, à une bille à cause de données erronées. Mais ce sont les données officiellement erronées, et personne ne savait qu'elles l'étaient, sauf moi. Ben est donc allé chercher des billes, s'est rendu au Pentagone, a visité les généraux, et a fait rouler les billes sur leur bureau en annonçant « Voici votre avion ». Les yeux de ces généraux ont grossi.
John Chazen était furieux lorsqu'il l'a découvert car il n'y avait pas pensé en premier. « Ce foutu Ben et Rich !» s'est-il exclamé. Et quelques mois plus tard, Ben dut arrêter de les faire rouler sur le bureau de quiconque n'était pas habilité. Les résultats étaient si bons que Ben et Rich fut même un moment accusé d'avoir falsifié les résultats. Il dut donc faire appel à un spécialiste, Lindsay Anderson du MIT, à venir évaluer personnellement les données. Et ce fut un tournant. Le projet fut immédiatement classé Top Secret Special Access Required. Ce qui ne fut pas sans poser de problème, et Kelly tua dans l'œuf tout l'enthousiasme de Ben. Ben, la sécurité qu'ils imposent à ce truc va te tuer. Elle va augmenter tes coûts de 25% et réduire ton efficacité au point que tu ne pourras plus rien faire. Ces restrictions vont te bouffer vivant. Fais-les reclassifier ce programme ou abandonne-le. En décembre 1977, le démonstrateur technologique nommé HalfBlue décolla. Et en 1979, il va passer son test ultime. Nous sommes en août 1979 dans le désert brûlant du Nevada, où des Marines armés d'un missile sol-air Hawk tentent de réussir un tir contre mon nouvel avion, un prototype expérimental portant le nom de code de HalfBlue. Nous, au Skunk Works, avons construit le premier chasseur furtif pur au monde, conçu pour échapper aux puissants radars de suivi des Hawks. Les Marines espèrent repérer le HalfBlue à au moins 50 000 de distance et appuyer sur tous les bons boutons pour que les mortels Hawks verrouillent la cible. Pour les aider, j'ai en fait fourni le plan de vol de HalfBlue à l'équipage de missiles, ce qui revient à pointer du doigt un endroit dans le ciel vide et dire « visez ici ». Tout ce qu'ils ont à faire est d'acquérir l'avion sur la radar et le système de guidage à l'intérieur du missile Hawk fera le reste. Dans des conditions de combat, cet avion aurait été anéanti en morceaux. Si le système de défense se verrouille pendant ce test, notre avion expérimental échoue. Mais je suis confiant que notre technologie furtive sera trop insaisissable, même pour le puissant système de suivi de ce missile Hawk, capable de détecter un faucon vivant se laissant porter par les courants thermiques à 30 000 de distance. Ce qui rend cet avion furtif si révolutionnaire, c'est qu'il dévie les faisceaux radars comme un bouclier par balle et la batterie de missiles ne pourra jamais le voir, électroniquement arrivé. Sur le système de suivi du Hawk, le profil radar de notre chasseur apparaît plus petit qu'un colibri. Du moins, c'est sur ça que je parie. Si j'ai tort, je suis dans un sacré pétrin. La moitié des experts radars du Pentagone pensent que nous, au Skunk Works, avons atteint une percée technologique en furtivité qui va révolutionner l'aviation militaire aussi profondément que les premiers jets. L'autre moitié pense que nous nous illusionnons et que nous illusionnons tout le monde avec nos affirmations de test radar. Ces cyniques insistent sur le fait que nous essayons de faire un coup rapide et que nous ne pourrons jamais reproduire sur un vrai avion la visibilité extrêmement faible obtenue sur un modèle en bois de 40 pieds de HalfBlue, placé sur le mât dans un champ de test radar. Ces résultats ont épaté la plupart de l'état-major de l'Air Force. Ainsi, cette démonstration contre le missile Hawk est le meilleur moyen que je connaisse de faire taire définitivement les sceptiques. Ce test est un « dans ta face, mon pote », pour ceux qui dénigrent notre technologie et notre intégrité. Mon pilote d'essai m'a taquiné en disant que Las Vegas donnait 3 contre 2 en faveur du Hawk contre le HalfBlue. Mais que savent ces foutus bookmakers, a-t-il ajouté avec un sourire en coin, me tapotant le dos de manière assurante. Parce que notre avion, test furtif, est sous la plus stricte sécurité. Nous avons dû tromper les Marines en leur faisant croire que la seule chose secrète de notre avion était une boîte noire qui était censée transporter dans son nez et qui émettait de puissants faisceaux pour dévier les radars entrants. Bien sûr, tout cela était faux. Il n'y a aucune boîte noire, aucun faisceau. L'invisibilité vient entièrement de la forme de l'avion et de ses matériaux composites absorbant le radar. L'équipage des missiles surveilla le test sur son écran radar à l'intérieur de leur camion de commande sans fenêtre, mais un jeune sergent à côté de moi pourra vérifier que, malgré l'écran vide, un avion a bien survolé. Dieu seul sait ce qu'il pensera en voyant notre avion dans le ciel, un étrange ovni en forme de losange, semblant tout droit sorti d'un trailer pour le prochain film Star Wars de George Lucas. Je consulte ma montre, 8 h du matin. La température est déjà dans les 30 degrés et devrait atteindre un maximum prévu de 49 degrés. HalfBlue devrait être bien dans la zone de suivi du radar de missiles, en route vers nous. Quelques instants plus tard, je repère un point lointain qui grossit peu à peu dans le ciel bleu laiteux. Je regarde HalfBlue à la jumelle alors qu'il vole à 2400 mètres d'altitude. Le TR-38 d'escorte, qui vole normalement à proximité au cas où HalfBlue avait des problèmes et aurait besoin d'un guidage pour atterrir en toute sécurité, suit exprès à plusieurs kilomètres derrière pour ce test. L'antenne radar sur le toit du camion n'a pas bougé, comme si elle était éteinte. Le groupe de missiles, qui normalement pivoterait dans le lanceur pour verrouiller la cible approchante, pointe maintenant au hasard et à l'aveugle vers les montagnes lointaines. Le jeune sergent regarde avec incrédulité les missiles aveugles, puis s'écarquille les yeux lorsque l'avion en forme de losange passe directement au-dessus de nous. « Bon Dieu !» s'exclama-t-il. « Peu importe ce que c'était, monsieur, il transporte une sacrée boîte noire. Vous nous avez complètement brouillés. »« On dirait bien, » dis-je en souriant. Je me dirige vers le camion de commande et une bouffée d'air climatisé me frappe en entrant. L'équipage des Marines est toujours assis autour de leur matériel électronique avec une détermination stoïque.
Leur écran est vide. Ils attendent. Pour autant qu'ils sachent, rien n'est encore entré dans leur filet radar. Soudain, un point apparaît. Il se déplace rapidement d'ouest en est, aux coordonnées exactes de Half Blue. « Cible acquise, monsieur !» annonce l'opérateur radar au jeune capitaine en charge. Un instant, je suis surpris, voyant un point mobile qui ne devrait pas être là. Et il est grand, indubitablement. « On dirait un T-38, monsieur !» dit l'opérateur. Je souffle de soulagement. Le T-38 d'escorte est repéré par le radar. L'opérateur radar ignore totalement que 2 avions devraient apparaître sur son écran, pas un seul, et qu'il n'a jamais détecté Half Blue lors de son survol. Et c'est là l'explication à son nom, le Half Blue, qui se traduira en français par « tu auras du bleu ». C'est un nom de code donné par la DARPA qui est censé n'avoir aucune signification tant les projets sont secrets, mais tout de même, une interprétation officieuse voudrait que l'opérateur du radar ne voit rien d'autre que du ciel, donc du bleu. On a dit précédemment que le F-117 était instable, et c'est vrai, mais aucun rapport avec l'instabilité des avions actuels, ou de celui du F-16 qui était de la même génération que le F-117 et qui lui emprunte d'ailleurs ses calculateurs de commande de vol. Alors sur un avion stable, comme par exemple ici ce magnifique Focke-Wulf 190, le pilote, normalement, s'il trime correctement son avion, s'il lui met un instant à cabrer ou à piquer et qu'il lâche le manche en fonction de la vitesse, normalement l'avion retrouve son profil de vol normal à l'horizontale. Si maintenant il décide de faire un looping, de monter ou de virer, peu importe, il va agir sur sa gouverne de profondeur, ici, qui va modifier l'équilibre de l'avion. Il va alourdir l'arrière de l'avion, le centre de portance va avancer et l'avion va partir comme cela. Et le pilote doit maintenir son manche vers l'arrière parce que s'il le lâche, l'avion, normalement, revient dans un profil de vol stable. Le principe d'un avion instable, c'est d'avancer le centre de portance. Grosso modo, si on représente les forces en jeu, on pourrait se dire qu'ici, l'avion il est supporté par le centre de portance au niveau des ailes. Imaginons maintenant que dans le design de l'avion, j'avance les ailes et je les mette ici, d'accord? Mais que je maintienne le reste de la même façon. L'avion sera porté par ici et si je ne fais rien, il a une tendance naturelle à cabrer. Il faudrait donc qu'en permanence, pendant le vol, le pilote maintienne le manche vers l'avant pour contrer cet effet. Et quand il le lâche, tout seul, l'avion cabre. Et c'est ce qui rend les avions modernes, les avions depuis le F-16 et puis d'autres, extrêmement agressifs, très performants dans leurs manœuvres, puisque naturellement l'avion va avoir tendance à cabrer et qu'il ne reviendra pas dans son état initial. Par contre, le problème c'est qu'il est humainement impossible de piloter un tel avion parce que son comportement serait impossible à prédire et l'avion sortirait complètement de son domaine de vol. On ajoute donc un ordinateur qui va piloter les gouvernes de l'avion à la place du pilote. Le pilote donne les ordres, l'ordinateur les interprète et bouge les gouvernes pour faire en sorte que l'avion fasse ce que le pilote veut qu'il fasse. Mais le F-117, il ne va pas faire du combat aérien, sa manœuvrabilité, on s'en balance. Par contre, l'avion est instable. Et pas seulement sur l'axe du tangage, sur les 3 axes. En résumé, il est impilotable. On va donc lui adjoindre des commandes de vol électriques et calculateurs numériques pour le rendre stable et permettre à son pilote de rester dans le domaine de vol de son avion. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on en a aussi dans les avions civils. Les commandes de vol empêchent l'avion de sortir de son domaine de vol, c'est une sécurité. Je ferai un jour une vidéo sur les commandes de vol, c'est super intéressant. Retour au F-117. Comme le sujet c'est la furtivité et non l'avion en lui-même, qui pourrait tout aussi bien avoir sa propre vidéo, je vais vous citer les mots du colonel Barry Horn qui a piloté le F-117 durant l'opération Desert Storm, la première opération de grande ampleur du F-117. Les chauves-souris ont été la première preuve visuelle que la furtivité fonctionnait vraiment. Nous avions déployé 37 F-117A à la King Khalid Air Base, dans un coin reculé d'Arabie Saoudite, hors de portée des Scuds de Saddam, à environ 900 miles, soit 1450 km du centre-ville de Bagdad. Les Saoudiens nous avaient fourni une base de chasse de premier ordre avec des hangars renforcés, et la nuit, les chauves-souris sortaient pour se nourrir d'insectes. Le matin, nous retrouvions des cadavres de chauves-souris éparpillés autour de nos avions à l'intérieur des hangars ouverts. Les chauves-souris utilisent une forme de sonar pour voir la nuit, et elles se fracassaient à l'aveugle contre nos empennages à faible section radar. Après toutes ces années d'entraînement, nous croyions sans doute au produit, mais c'était tout de même rassurant d'avoir ce type de confirmation visuelle. Pas vraiment sûr que Batman serait d'accord, mais continuons. L'heure H pour la tempête du désert était 3 heures, heure de Bagdad, le 17 janvier 1991. Je suis monté dans mon avion peu après minuit.
Franchement, je ne pense pas qu'on aurait pu me faire entrer une aiguille dans le sphincter, même en s'y prenant avec une masse. Je suis désolé, hein, je ne fais que citer. D'après tous nos briefings, nous savions que nous allions nous heurter à la plus forte concentration de DCA et de tirs de missiles depuis la guerre du Vietnam, ou peut-être même de toute l'histoire. Saddam Hussein disposait de 16 000 missiles et de 3 000 positions de défense antiaérienne dans et autour de Bagdad, plus que ce que les soviétiques avaient pour protéger Moscou. Le F-117A était le seul avion de la coalition qui serait utilisé pour frapper Bagdad pendant cette guerre. Nous avons reçu les missions les plus dangereuses pour la santé d'un pilote. Le plan prévoyait que la Navy toucherait la capitale de Saddam avec des missiles Tomahawk lancés depuis la mer. Chacun de nous emportait 2 bombes durcies, guidées par laser, de 2000 livres, conçues pour pénétrer profondément les bunkers ennemis avant d'exploser. Elles s'appelaient des GBU-27, et seuls les F-117A en étaient équipés. La mission nous a pris 5 heures, avec 3 ravitaillements en vol. Nous sommes arrivés sur Bagdad en 2 vagues, 10 F-117A dans la première vague, pour anéantir les centres de communication clés, puis une seconde vague de 12 avions, environ 1 heure plus tard. Le ciel au-dessus de Bagdad ressemblait à 3 douzaines de célébrations du 4 juillet réunies. Sauf qu'il s'agissait d'un rideau d'acier représentant un feu aveugle. Ils pouvaient nous détecter, mais pas nous suivre. Nous étions comme un moustique bourdonnant leur oreille, et ils nous frappaient furieusement à l'aveugle. Ils espéraient juste un coup de chance, un tir aveugle qui ferait mouche, et je ne voyais vraiment pas comment ils pouvaient manquer. La seule analogie qui me venait était d'être sur une passerelle au-dessus d'une usine de pop-corn en train d'exploser sans qu'un seul grain ne vous atteigne. Statistiquement, c'était impossible. Alors j'ai prié. Cette première nuit, nous avons vu sur nos écrans des F-1 construits en France et des MiG-29 soviétiques voler autour, mais ils ne montraient aucun signe de nous avoir vus. Le pays comptait 5 secteurs de communication, donc nous n'avions pas à détruire tous leurs missiles ou tous leurs avions, mais à frapper leurs têtes pensantes et leurs yeux. Nous avons donc touché leurs centres de missiles et de communication, leurs commandements opérationnels et leurs centres de défense aérienne. En seulement 3 raids de bombardement d'une durée totale d'environ 20 minutes, combinés aux attaques des Tomahawk, nous avons littéralement sorti l'Irak de la guerre. Dès cette première nuit, ils étaient incapables de lancer des frappes aériennes de représailles ou de soutenir des défenses efficaces contre notre puissance aérienne. Il ne leur restait plus que des Scuds mobiles, une arme de vengeance primitive et des troupes au sol vulnérables obligées de combattre en plein champ sans couverture aérienne ni espoir. Pour dire les choses en termes domestiques, si Bagdad avait été Washington, cette première nuit, nous aurions mis hors service leur Maison-Blanche, leur Capitole, leur Pentagone, leur CIA et leur FBI, neutralisé leurs installations téléphoniques et télégraphiques, endommagé Andrews, Langley et Bolling, et percé des grands trous dans tous les ponts clés sur le Potomac. Et ce n'était que la première nuit. Nous y sommes retournés nuit après nuit pendant le mois qui a suivi. Nous volions par 2, mais on ne voit pas son partenaire. Donc les gars de la première nuit ont observé le ciel au-dessus de Bagdad et ont cru que nous avions perdu des avions et des pilotes. Puis, une fois de retour en sécurité de l'autre côté de la frontière, nous nous sommes rassemblés et avons constaté que tout le monde allait bien. Nous étions stupéfaits, fous de joie et profondément émus. Personne n'avait subi la moindre atteinte, pas même une quasi-collision. Cette foutue furtivité avait vraiment fonctionné. Pour remettre un peu de contexte, ce qui a fait que cet avion est un game changer pendant la guerre du Golfe, c'est principalement parce que personne ne le connaissait. Et que les défenses antiaériennes n'étaient absolument pas préparées à faire face à un tel objet, dévoilé seulement 3 ans plus tôt, et encore sans rien en connaître. Ce qui ne fut pas le cas de l'opération Allied Force, 8 ans plus tard, au-dessus de la Serbie. Le monde entier a vu, et très certainement que les Russes et les pays équipés de matériel se sont empressés de prendre tous les retours d'expérience possibles. Grâce à leur ingéniosité, à leur sens tactique, associé à des erreurs du côté américain, les Serbes ont réussi à toucher 2 F-117 et en abattre un. Ingéniosité parce qu'ils vont utiliser un vieux système solaire, le S-125, désignation OTAN, SA-3 Goa. Ce système date du début des années 1960 et n'a pas une très grande portée. Le fait que le radar de guidage de ce système utilise une fréquence plus basse lui permet de mieux détecter l'avion. Par contre, son rayon d'action est considérablement limité, à une dizaine de kilomètres de rayon tout au plus pour détecter le F-117. Ce qui veut dire qu'il faut le placer sur le chemin du F-117. Or, les avions passent régulièrement par les mêmes chemins. C'est une erreur tactique de l'armée américaine. Les avions sont spotés par des observateurs au sol, permettant de mettre le système en alerte. Toute l'énergie déployée pour abattre l'avion ne remet pas encore en cause la pertinence de la furtivité, mais oblige par contre à plus de prudence. Nous sommes en 2025 et je ne suis plus sûr qu'aujourd'hui un avion comme le F-117 reste aussi pertinent qu'il ne le fut. Il a d'ailleurs été retiré du service officiellement en 2008 et certains volent encore aujourd'hui pour des raisons relativement obscures. J'ai bien dit qu'il ne serait pas aussi pertinent qu'il ne le fut, non qu'il ne l'est plus du tout. On a beaucoup parlé dans cette vidéo de furtivité passive face au radar, parce que c'est le moyen principal de détection utilisé par les systèmes d'armes de l'époque.
mais pas le seul. La signature infrarouge a été particulièrement soignée. Pas de supersonique pour cet appareil pour éviter que l'échauffement de la cellule ne brille de 1000 feux au détecteur infrarouge, et un additif spécial a été utilisé pour éviter la création des chemtrails. Donc oui, amoureux des chemtrails, on balance bien des produits chimiques dans l'atmosphère parfois, mais juste pour éviter la formation des chemtrails. Parce que voilà, c'est un peu con d'avoir un avion super furtif et de le spotter à des dizaines de kilomètres lorsqu'il vole en altitude. Le F-117 et l'avion qui suivit, le B-2 Spirit, son petit frère à long rayon d'action, sont des appareils qui ont exploité l'âge d'or des avions à très faible SER. Ensuite, la baisse de la SER s'est immiscée partout, dans d'autres appareils sous diverses formes, puis est devenue quasiment la norme sur les appareils les plus récents. Mais attention, oui attention, parce qu'à partir de maintenant, il va falloir mettre beaucoup de nuances dans le propos, et le sujet va commencer à devenir assez complexe. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va rentrer dans l'ère, on va dire, plus contemporaine, plus moderne, dans laquelle la furtivité s'est effectivement immiscée partout. Les avions, mais également les munitions, en mer, au sol, partout. Et forcément, au jeu du chat et de la souris, les moyens de détection font la course avec les appareils qui sont censés détecter. Et là, il va falloir mettre beaucoup de guillemets, il va falloir réfléchir en termes de mission, il va falloir penser en termes de doctrine, et ça va être super intéressant. Parce que oui, tous les pays n'ont pas la même façon d'aborder le sujet. Mais je n'en dis pas plus, et on se réserve pour la prochaine vidéo. À bientôt! Voilà, alors comme je l'ai mentionné en début de vidéo, je vous reparle de la publicité. La publicité, il est hors de question qu'il y en ait toutes les 10 minutes comme sur certaines chaînes. Malgré tout, il semble que l'algorithme de YouTube préfère privilégier une vidéo qui va lui faire gagner de l'argent plutôt qu'une vidéo non monétisée. Je ne parle pas de démonétiser, je parle de vidéo non monétisée. Donc éventuellement, j'en rajouterai juste une par vidéo. Voilà, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous dérange vraiment ou pas. Ça fait toujours quelques revenus supplémentaires et pour moi c'est important puisque je suis toujours sans emploi. Alors j'ai évidemment quelques pistes, mais pour l'instant il n'y a rien qui semble se dégager à l'horizon. J'ai cessé de me bercer d'illusions. J'en profite d'ailleurs pour vous donner ce message. Il se peut que je prenne la décision de me professionnaliser sur YouTube. Et à ce moment-là, j'aurai besoin de votre soutien. Donc j'ai créé une page Tipeee et même des petits dons mensuels d'1 € m'aideraient énormément. Si j'arrive à atteindre un certain palier, alors là, je bataille plus. Je déménage, je vends mon appartement, on déménage en sud-ouest, on rentre, ça me permettra de réaliser aussi un rêve, celui de retourner chez moi, entre le Pays Basque et le Béarn. Concernant Gilles de la chaîne Check6, il a fait une vidéo complémentaire à la vidéo précédente sur le Blackbird, et il répond à une question toute simple, pourquoi le Blackbird est noir? Il va également participer à cette série de vidéos et devrait sortir prochainement une vidéo pour expliquer comment le F-117 a été abattu au-dessus de la Serbie pendant la guerre du Kosovo. Et croyez-moi, quand il s'y met, c'est détaillé. Gilles, pour l'anecdote, c'est un copain de lycée, nous étions dans le fin fond du Pays Basque, dans le même lycée, et nous nous sommes très rapidement connus puisque nous étions les deux seuls tarés à courir comme des dératés dehors à chaque fois qu'on avait un soupçon qu'un avion de chasse allait passer en radada. À ce que je sache, les professeurs nous ont jamais rien dit, je n'ai pas souvenir d'avoir pris une heure de colle pour ça, en tout cas pas pour ça en tout cas. Et donc c'est des bons souvenirs que nous partageons ensemble. Il est devenu depuis contrôleur aérien militaire, puis maintenant il est contrôleur à l'aviation civile. Il a écrit plusieurs livres, et il est devenu spécialiste sur la question de la disparition du vol MH370 en France, sur lequel il a intervenu plusieurs fois sur les plateaux de télévision, et au moins un livre lui est consacré. Voilà, donc je vous laisse aller faire un petit tour sur sa chaîne, Gilles Check6, c'est pas forcément... Gilles Check6, Gilles Check6, putain je vais pas y arriver, Gilles Check6, Gilles là t'aurais pu faire un effort, hein. Moi Bruno Aviation c'est pas sexy, mais au moins ça se prononce facilement. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée.